Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, je me déplace à Levallois et je vais à la rencontre de Lucie. Lucie, spécialiste en personal branding. Salut Lucie. Hello Sébastien. Alors Lucie, déjà merci de me recevoir. Avec plaisir. Chez toi, plein Levallois. Merci d'être venu. Bah oui, c'est avec grand plaisir. Et du coup, on va tourner le dernier épisode de la saison 3. On finit en beauté cette année 2023. Et est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur toi? Bien sûr. Alors, je suis donc une spécialiste du branding. J'accompagne les talents, les entrepreneurs, les salariés à se révéler et à révéler leur singularité pour mieux se distinguer. Moi, je fais du branding depuis 2005, mais je viens surtout du monde créatif, du monde du design, du monde de la communication. Donc, j'ai vraiment le métier de la direction artistique dans mes veines professionnelles depuis longtemps. Et maintenant, je rentre dans ma 4e année d'accompagnement des talents pour leur marque personnelle. Ok. Alors déjà, merci pour cette petite présentation. On commence toujours le podcast, l'épisode, par le traditionnel portrait chinois. Ah, cool. Ok. Alors comme tu vois, j'ai même pas préparé. D'accord. Un petit portrait chinois, en fait, les questions vont venir comme elles me viennent. D'accord. La première que j'ai envie de te poser, c'est si tu étais une couleur, quelle couleur choisirais-tu et pourquoi? Ok. Aujourd'hui, je te dirais le violet. Il y a quelques années, je t'aurais dit le orange. Et en fait, les deux couleurs vont vachement bien ensemble. Mais c'est vrai que ma personnalité a beaucoup évolué, ma posture aussi. J'ai fait un gros travail, en fait, sur moi, aussi bien sur ma transition, on va dire, professionnelle ces dernières années, et puis mon état d'esprit. Donc, aujourd'hui, le violet, pour moi, représente beaucoup plus quelque chose avec des émotions beaucoup plus stables, et beaucoup plus ancrées, beaucoup plus alignées. Et je pense qu'il y a peut-être 15-20 ans, je t'aurais dit l'orange sanguine, parce que c'était une jeune designer qui avait envie vraiment de s'exprimer et d'avoir vraiment cette très fulgurante quand je suis partie à Londres. Et le orange, pour moi, représentait pleinement cette vivacité. Ça ne veut pas dire que je l'ai perdue, ça veut juste dire qu'elle s'est beaucoup mieux stabilisée. Voilà. Et le violet, aujourd'hui, est quelque chose que j'adore. J'adore porter, j'adore mettre du violet. Voilà. J'en ai pas forcément dans mon identité visuelle professionnelle, mais alors si tu ouvres mon dressing, tu trouveras plein de violets. Voilà. Ok. On n'ira pas jusqu'à aller ouvrir ton dressing pour vérifier. Non, mais vous me verrez souvent avec du violet. Voilà. Alors, si tu devais choisir un livre qui t'a inspiré, qui t'inspire toujours, lequel choisirais-tu et pourquoi? Alors, il y a un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, mais que je trouve qui est un livre que l'on doit avoir lorsqu'on a envie, on est en quête de créativité ou de se révéler ou de s'assumer un peu plus. C'est un livre que je conseille aussi à mes clients. Ça s'appelle Comme par magie, de Elizabeth Gilbert. C'est celle qui a écrit Mange, prie, aime. Et donc en anglais, ça s'appelle Magic. Et je trouve que c'est un livre très simple, très accessible, extrêmement bien écrit. Elle parle
très bien de créativité, de singularité, de savoir s'exprimer. Donc, toutes les personnes qui ont, par exemple, le syndrome de la page blanche, la peur du jugement, le syndrome de l'imposteur, s'ils lisent ce livre, ça va vraiment beaucoup les aider. Voilà, donc c'est un très très joli livre, pas très long et pas très complexe. C'est assez du mass market, hein, mais je trouve que c'est un très très beau livre. Si tu devais inviter une personnalité dont tu as envie d'introspecter son mental dans le podcast, Ouais. qui choisirais-tu et pourquoi? Tu veux dire si je suis en admiration sur le mental d'une personne? Oui, ça, c'est un peu ça. Et C'est un peu ça. tu aimerais bien l'écouter dans une de mes interviews. Tout pays confondu, tu veux dire? Oui. Ouais. Alors moi, en fait, depuis l'enfance, je l'idolâtre très peu de personnes. J'ai jamais eu de fan. J'ai jamais été fan d'eux, tu vois. Maintenant, je peux avoir beaucoup de respect pour, tu vois. Donc c'est difficile ta question. c'est difficile. Et puis en plus, il y a beaucoup de personnes que j'admirais d'une certaine manière, pour qui j'avais beaucoup de respect, qui ne sont plus là. J'ai envie de te dire Simone Veil. Bon, c'est vraiment quelqu'un dont j'admire beaucoup le parcours de vie. Elle n'est plus là. C'est dommage. Voilà. Après, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de moins connu et de plus contemporain qui m'excite d'une certaine manière, ou qui, en tout cas, je trouve très intéressant? Là, comme ça, je peux pas te répondre. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément connu, hein, qui est dans ton entourage. Ma mère, tu sais. Ta mère? Ma mère. Bah oui. Ouais. Une belle force de résilience, ouais. Mais bon, voilà. Ça, je suis pas très objective non plus. Donc voilà. Mais après, il y a aussi certains de mes clients aussi qui, vraiment, je trouve que je leur tire chapeau bas, parce que parfois, ils reviennent de loin. Parfois, ils n'ont pas forcément toutes les cartes de prédisposition, et ils se démènent. Et je trouve qu'il y a quand même, voilà, des personnes qui se bougent bien les fesses, et même si, c'est pas mon job d'être en admiration devant mes clients ou quoi, vraiment, j'ai un profond respect pour toutes ces personnes qui se bougent. Voilà. Bah après, c'est vrai qu'il y a toujours des gens, je trouve, qui sont inspirants dans leurs attitudes face à la difficulté. Ouais. Et c'est toujours intéressant, parce qu'on se rend compte que voilà, il y a ceux qui chutent et qui ont cette force de résilience pour remonter. Ouais. Il y a ceux souvent qui baissent les bras et qui finalement s'enterrent un petit peu, quoi. Oui, ou il y a juste aussi il y a aussi cette façon de je prends mes responsabilités, et qu'est-ce qui me reste en fait dans mes mains pour que je puisse quand même me sortir de cette situation que je ne maîtrise pas, sans passer par je suis une victime ou quoi, mais c'est vraiment là, de manière pragmatique, qu'est-ce que je peux faire, et sans se trouver d'excuses. Et ça, c'est hyper difficile. Donc voilà, parce qu'on a toujours une part de nous qui aimerait bien un petit peu qu'on se repose sur cet aspect, je ne peux rien y faire. Et en même temps, on a quand même toujours une voie dans laquelle on peut agir. Alors après, on maîtrise pas tout, on maîtrise pas les circonstances extérieures, tout ça, mais comment y faire face, ça tient qu'à nous, oui. Si tu devais choisir une musique, ouais. Quelle musique tu choisirais-tu? Alors, honnêtement, j'aime bien les musiques sans paroles. Donc, tout ce qui est musique classique, jazz sans paroles, je précise, son blanc, ASMR, toutes ces musiques-là, je peux écouter ça toute la journée. Tout ce qui libère l'imagination, tout ce qui ne suggère rien à part ce que tu as envie d'y voir. C'est comme dans tout ce qui est peinture abstraite, enfin art abstrait. Moi, j'adore, parce qu'en fait, chacun est libre d'y voir ce qu'il veut et d'y projeter ce qu'il veut. Et donc voilà, ça ne veut pas dire que je n'aime pas même
pendant que je fais du sport ou quand je marche, écouter des musiques hyper illustratrices ou subjectives avec des paroles et des thématiques et des chansons d'amour et des choses comme ça ou des choses très entraînantes. Mais j'aime bien qu'on me laisse libre, en fait. Donc, et comme j'aime bien avoir ma libre pensée, le fait d'avoir une musique où il n'y a pas de mots, où il n'y a pas de fenêtre, où il n'y a pas de suggestion, eh bien, je me sens encore plus libre. Et ça m'inspire bien plus que voilà, des titres où on me raconte une histoire, où on me raconte une histoire d'amour ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que ça ne me fait pas du bien ou que j'aime pas ça, mais ce qui me fait le plus de bien, c'est les mélodies, en fait, tout simplement. Si tu devais être un sport, quel sport serais-tu ? Bon, alors, étant donné que je suis prof de yoga, je ne vais pas être très objective. Aujourd'hui, mon dada, c'est le yoga, mais ça n'a pas toujours été le yoga. Pendant longtemps, j'ai été dans le running, dans la course à pied, pendant à peu près 15 ans, de manière quotidienne, et où je m'évaluais tout le temps avec des temps et des entraînements et des courses, machin. Donc voilà. Aujourd'hui, je me suis tellement détachée de ça qu'aujourd'hui, je pratique le yoga de manière quotidienne et donc c'est ça, mais c'est pas un sport. Hein. Pour moi, c'est une pratique. Donc, et c'est une philosophie de vie. C'est pas un sport parce qu'il n'y a pas cette notion de perf. Donc, si je réponds littéralement à ta question, pour moi, la course à pied est un excellent sport parce que c'est ce qui me permettait à l'époque, avant que je m'ouvre vers le yoga, cette méditation, cette introspection. À chaque fois que j'avais une problématique, je chaussais mes chaussures, mes baskets, j'enfilais un legging, mes écouteurs et j'allais courir et je revenais avec une solution. Donc, en fait, le fait d'être seule, pendant ma course aussi, parce que j'aimais bien courir seule. Quand on me proposait de courir avec quelqu'un, j'étais, bon, ok, il va me falloir une préparation mentale pour courir en groupe. J'aimais pas trop. Je l'ai déjà fait, mais c'est quand j'habite à Levallois, je suis à 8 km, même pas, du lac du Bois de Boulogne. C'était de rejoindre le lac et de faire l'aller-retour. Et ça me faisait triper de faire ça quasiment tous les jours. Donc voilà. Donc pour moi, le sport, en termes de course à pied, pour répondre à ta question, ce serait la course à pied. Après, pratique, on va dire physique et spirituelle, le yoga. Allez, on va parler un peu de gastronomie. Ah, miam. Je sais que t'aimes bien manger. 3 fois. T'as vu ? Ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, mais je crois que t'as tiré ce trait. Si tu devais choisir une entrée, un plat et un dessert, ouais. Qu'est-ce que tu choisirais et pourquoi ces plats-là ? Alors, les entrées, moi, si tu veux, au restaurant, c'est un peu comme les small talk. Pour moi, ça sert un peu à rien. Ça te sert à te patienter parce que le chef, il n'a pas encore fait ton risotto, tu vois, et que ça met 20 minutes. Donc, en principe, quand je vais au resto, je prends plat dessert. Donc, l'entrée, je la squeeze. Donc, je réponds un peu à ta question, plus ou moins. Donc, je prends pas d'entrée. Et si je prends un plat, je suis une grande fan de pizza, mais genre... je suis une fan exigeante de pizza. C'est-à-dire que tu ne me donneras pas une Pizza Hut ou Alors, je fais pas... Le podcast n'est pas sponsorisé par Pizza Hut. Tout ce qui est congelé, surgelé, non. Ouais, mais par contre, voilà, des choses avec des bons ingrédients et tout ça, je pourrais manger ça tous les jours. Et ensuite, en dessert, la haute pâtisserie, j'adore. Voilà. Et quelle pâtisserie en particulier ? Alors, je suis une fan du Paris-Brest. Et je peux citer des noms ou pas ? Bien sûr. Conticini en fait un très, très, très bon. Donc voilà, j'aime bien j'adore le praliné de manière générale. Et j'aime bien les choux. Et du coup, ça m'inspire aussi. Il y a une boutique Popellini pas très loin de chez moi. Et je passe souvent les voir pour prendre des choux individuels. Parce qu'en plus, ils sont malins. Ils font des choux à l'unité. Donc voilà. Des choux à l'unité ? Des choux à l'unité. T'aimes bien les macarons aussi, je crois, non ? J'aime bien les macarons. En fait, tout ce qui est bon et de qualité et premium, j'aime bien en général.
Donc, mais oui, en pâtisserie, ouais, voilà. Mais... Bon, en tout cas, merci pour ce petit portrait chinois. Avec plaisir. On va rentrer un peu dans le vif du sujet du podcast, parler de ton mental. Si je te demande qu'est-ce qui t'inspire ton parcours, qu'est-ce que tu me réponds ? L'image que j'ai, c'est je tombe, je trébuche sur 1, 2, 3, 10 cailloux et à chaque fois je me relève. Et à chaque fois je me relève, ça ne veut pas dire que je me relève avec l'enseignement parce que moi, souvent il m'a fallu répéter les erreurs pour bien que je comprenne la leçon. Je n'ai pas appris au bout de un caillou, il m'a fallu parfois 10 cailloux du même genre pour comprendre l'enseignement. Donc il fallait que ça rentre bien, parce que j'étais assez têtue, assez obstinée. Ça va mieux maintenant, mais c'est ce que ça m'inspire. Donc une fois que j'ai compris, en principe, j'ai compris pour longtemps, mais il me faut longtemps pour comprendre. Donc voilà. Et l'autre chose, c'est que j'abandonne rarement. Quand je crois vraiment en quelque chose, à moins que vraiment j'ai compris que c'était pas la voie qui s'offrait à moi, ou que c'était finalement pas pour moi, ou que ça me rendrait pas heureuse, ou finalement c'est pas ce que je voulais, eh bien dans ce cas-là, c'est pas que j'abandonne, mais je sais arrêter. Donc voilà, c'est pas de l'abandon parce que j'abandonne pas en fait. De quoi tu es le plus satisfaite ? De quoi je suis le plus satisfaite ? De m'être rendue totalement, je pense qu'on n'est jamais complètement indépendante, parce qu'on est interdépendants les uns les autres, mais d'avoir poussé l'autonomie au maximum. Si je te dis rendre possible l'impossible, qu'est-ce que ça t'évoque ? Ouais, c'est être dans une posture de solution, donc, et dans une posture de je vais me donner les moyens. Je ne connais pas le résultat, je ne sais pas, je ne le maîtrise pas, mais je vais tout faire et je me concentre sur le chemin. Et du coup, c'est vachement motivant parce que là, il y a des boulevards qui se créent dans la tête. Est-ce que ça fait écho à ton parcours ? Oui, totalement. Ah oui. Est-ce qu'il y a des moments dont tu pourrais nous parler où tu pensais vraiment que tu pourrais pas transformer l'essai et au final, tu y es arrivé ? Oui. Je pense, par exemple, quand je suis partie à Londres après mes études, je ne parlais pas du tout l'anglais et personne ne voulait m'embaucher, on me donnait des stages. Alors j'ai eu des très très bons stages juste après mon diplôme, mais personne ne me proposait de full-time job. Et pourquoi ? Parce que je suis inexpérimentée, mais plus je parlais très mal l'anglais. Et à un moment donné, je me disais, mais en fait, tu sais quoi ? Tu vas rentrer à Paris, tu vas trouver un boulot en agence et ça sera basta cosy. Et en fait, à ce moment-là, il a fallu vraiment que juste de résilience, mais aussi, je pense que c'est important de rencontrer des personnes qui peuvent parfois te raviver la flamme et te dire non, tu vas rester, tu vas continuer, tu vas continuer d'y croire. Et à ce moment-là, j'avais rencontré une personne qui m'a vraiment aidée en fait sur le plan de l'hébergement parce que ça devenait problématique pour moi d'être à Londres. Et cette personne m'a hébergée alors qu'elle ne me connaissait pas, elle m'a hébergée genre 2 mois. Et ça m'a redonné un boost pour persister et enfin trouver un job. Et c'est comme ça que j'ai pu rester. Et cette personne, pour moi, voilà, il y a eu elle et d'autres personnes, mais qui, en fait, des fois, quand tu n'y crois plus, c'est un peu comme l'image de la bonne fée dans Cendrillon. Je sais pas, pourtant, tu penses vraiment d'avoir tout essayé, mais tu n'as plus de force. Et je sais pas, il y a quelqu'un qui passe à côté de toi et qui te tend une main. Il faut savoir la saisir. Il faut savoir saisir l'aide. Il faut savoir ne pas hésiter à demander de l'aide non plus. Raconter ta situation sans te victimiser, mais simplement en te disant, bah voilà, là, je crois que je vais rentrer parce que j'ai plus d'argent. On me propose que des stages. C'est bien les stages. Les boîtes sont géniales. C'est des très belles cartes de visite, mais moi, j'ai besoin de vraiment bosser. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui te tend la main parce qu'on croit en toi. Et ça, en fait, moi, j'ai rencontré quelques personnes comme ça. Et c'est la magie de la vie, en fait. Donc, mais c'est aussi la magie, être réceptif à ce type de rencontre, tu vois, à savoir y être ouvert et à savoir en faire quelque chose. Voilà. Ah oui, les rencontres apportent beaucoup, hein. D'ailleurs... Donc, il y a eu ce moment-là. Et après, je pourrais certainement te
te parlais de d'autres moments dans ma vie où à un moment donné, je voulais arrêter et où j'ai eu raison de continuer, tu vois. Ouais, souvent, on croit que derrière la porte, ça s'arrête, mais souvent, on peut s'ouvrir d'autres chemins. Non, on peut s'ouvrir... Ouais. Moi, je sais que quand je suis partie, je devais rester 1 mois. Au final, je suis restée quasiment 5 ans. Donc, c'est pour te dire que... Et j'ai eu raison de rester. Et maintenant, tu es bilingue. Je suis bilingue, je travaille à l'international, je coach en anglais, j'en parle pas, mais je coach en anglais, je travaille sur des projets internationaux, oui. Enfin, et ça m'a permis de faire tellement de choses, ça n'est même plus un sujet. Aujourd'hui, les gens savent qu'on peut m'approcher en français ou en anglais, c'est plus un sujet. Alors, on va parler du mot mental. Donc, on peut y mettre beaucoup de choses derrière, mais toi, si tu devais le définir, ce mot, quelle définition tu pourrais y mettre ? Moi, je le nomme, déjà. Je ne le définis pas, je le nomme. Dans ma communication et partout, je l'appelle Gérard. Gérard, c'est cette voix dans ta tête qui t'empêche de te mettre en avant, de te distinguer, de te vendre, de te valoriser, de montrer que tu es différent et que tu t'assumes et que tu as quelque chose à apporter à ce monde. De mettre en avant ton business. Voilà, c'est Gérard qui te fait douter, qui te fait croire que tu n'es pas parfait, qui te fait croire qu'on va te juger, qu'on va te rejeter, que tu ne réponds pas aux attentes des autres, de la société. Donc, c'est celui qui t'enferme dans ce syndrome, soit de l'imposteur, soit de la bonne élève, soit de... Voilà. Donc, moi, je l'appelle Gérard le mental. Voilà. Pourquoi Gérard ? Alors, Gérard, Gérard, c'est le prénom d'un de mes oncles et qui n'a pas toujours eu bonne presse. Moi, j'ai un lien très affectueux avec mon tonton, avec mon oncle, mais c'est vrai que c'est un peu l'enquiquineur. C'est l'enquiquineur, c'est celui qui juge, c'est celui qui se dispute, c'est celui qui critique. C'est celui à qui on ne veut pas forcément ressembler. Et moi, j'ai beaucoup de compassion quand même pour cette personne, parce que je pense que derrière, il y a un mental, quand on l'écoute trop, c'est aussi quelqu'un qui ne s'accepte pas ou quelqu'un qui n'est pas forcément très heureux. Et on en a tous un. Et après, savoir le gérer, c'est autre chose. Savoir le voir et savoir le gérer. Alors, là où on parle de mental, souvent on associe le mental à une préparation. En tout cas, moi qui fais du monde du sport, souvent on se prépare mentalement pour des épreuves. Ce mental-là. Voilà. That mindset. Est-ce que toi, tu te prépares mentalement ? Est-ce que tu as des habitudes, des rituels, des choses qui font que tu renforces ton mental au quotidien ? Ouais. En fait, moi, quand je sens que j'ai un blocage, et je suis assez bonne pour sentir aussi quand je vois une croyance apparaître. En fait, j'ai un automatisme maintenant parce que je le transmets aussi à mes clients, mais c'est un automatisme de « Ok, c'est qu'une croyance, comment je peux dépasser ça ?» Mais je pense que c'est quelque chose que j'avais même avant d'accompagner. C'est-à-dire que quand on me disait « Non, tu vas pas pouvoir rester. Non, non, comment je peux dépasser ce non ? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen ?» Et ça, c'est ma capacité à être créative. C'est penser en dehors des cases. C'est se dire « en fait, comment je peux progresser ?» Ça sera peut-être pas le même objectif, en tout cas peut-être pas tout de suite, il va falloir peut-être être patiente, donc je négocie avec ma propre patience, et je pense que c'est ça aussi d'avoir du mental, c'est savoir être indulgent, patient, bienveillant et dans l'action, et de se dire, en fait, comment je vais pouvoir progresser, si je peux pas progresser comme je voulais à atteindre la note de 10, parce qu'en l'état, j'ai peut-être pas les moyens, ou alors j'ai pas encore la notoriété, ou alors j'ai pas... techniquement, je ne sais pas ça ou je ne sais pas faire ça. Ok, comment je vais déjà progresser de 0 à 2 ? Et puis de 2 à 4. Et je découpe un peu l'objectif en étant beaucoup plus raisonnable et en étant beaucoup plus patiente et en désacralisant les histoires du temps. Parce que le temps, en fait, c'est ce qui te met aussi la pression. C'est ce qui te dit, en fait, t'as pas réussi à cet objectif. Si, en fait, t'as peut-être pas réussi cet objectif dans ce temps-là, mais t'as réussi d'autres choses entre-temps. Donc, en fait, je pense qu'il y a cette notion de temps qui est hyper importante quand on se fixe un objectif. C'est d'avoir des objectifs lointains et puis des objectifs, si tu veux, de proximité, réalisables quasiment à l'instant T. Si tu actionnes si tu fais certaines actions, tu auras certains résultats. Donc,
Et c'est beaucoup plus facile pour le cerveau d'y croire. Par contre, quand il y a un grand gap entre moi et l'Everest, évidemment, mon cerveau, il ne va pas y croire. Hein. Je veux bien y croire qu'un jour, je vais pouvoir le monter. Mais en attendant, il faudrait peut-être que je monte les 6 étages de mon immeuble. Tu vois ? Donc, il y a une préparation, se donner les moyens et puis se donner des objectifs quand même qui sont réalistes et réalisables à l'instant. Souvent, on dit que l'enthousiasme est un élément primordial pour le mental. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, la joie, le kiff. Le Paris-Brest dans ton activité, quoi, tu vois, genre... Je pense que si t'as pas ça, ton activité, elle perdure pas, hein, parce que c'est tellement difficile, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de business qui ferment au bout de peut-être 23 mois de chômage, parce que, effectivement, ils n'ont pas encore les fruits de ce qu'ils ont semé. Et puis, parfois, la foi, FOI, elle disparaît parce qu'il n'y a pas une satisfaction, un enthousiasme ou une joie suffisamment forte pour même le faire continuer, faire vivre le projet ou à côté peut-être d'un side job ou d'un full-time job, quoi, tu vois. Et je pense que la joie doit être la première chose. Tu vois, l'envie. C'est au-delà du besoin, c'est l'envie. Parce que c'est l'envie qui va pousser, qui va faire que tu auras envie de trouver des solutions, qui va avoir envie de faire que tu dépasses ta peur d'être exposé, de te montrer, tu vois. C'est la joie, en fait. Mais elle est où, ta joie ? C'est à partir de quoi, en fait ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi, même quand je vois les personnes qui prennent, par exemple, des appels à moi, ok, pourquoi tu as pris cet appel ? Qu'est-ce que tu crois que je vais pouvoir faire pour toi ? Pourquoi tu es là ? Pourquoi ? Et c'est vraiment revenir à cette honnêteté là-dessus, en fait. Je pense qu'il faut être très, très honnête sur pourquoi on fait les choses. Parce que c'est ça qui nous pousse. Et si on n'est pas dans le déni et bien honnête, et c'est pas forcément facile, c'est pas forcément simple, parce que ça s'appelle avoir de la conscience de soi, du self-awareness, de la conscience de soi. Et ça, on n'en est pas tous forcément capables. Et je pense que ça peut s'apprendre, ça se fait en coaching aussi, mais c'est ce qui va faire que tu vas avoir une montée de sérotonine d'un coup, tu vois, de dopamine, parce que ton truc, il te met en bonheur, il te met en joie, t'es super motivé, t'as envie d'actionner les choses, et tu te démoralises pas parce qu'on t'a mis 1 nom, 2 noms, 3 noms, 4 noms, tu vois, ou un vu. Je vois. Un vu, tu sais, le vu. Le vu. Donc toi qui fais du yoga, donc je pense que l'importance de se connecter à soi-même, c'est quelque chose que tu mets en place ? En fait, moi je pense que avec ce que je fais et avec ce que je transmets, je pense que les personnes qui font du personal branding, si elles ne sont pas connectées à elles, mais plus à ce qu'on pourrait penser d'elles, il y aura un décalage. Et moi, ce que je veux, c'est de l'authenticité pour mes clients, et c'est ce qu'ils viennent chercher. Donc, il y a vraiment une connexion à soi, il y a vraiment une connexion à qui je suis, pourquoi je suis là et pour qui je le fais. Et je pense que c'est essentiel parce qu'autrement, en fait, on est dans la projection de ce qu'on pense qui serait bien de montrer. Et ça crée une image assez factice, assez maîtrisée et dans le sens pas authentique. Et ça, c'est pas forcément inspirant. Et puis, on a tous un radar à mytho. Donc, quand on voit... Oh non, mais c'est vrai, il s'active plus ou moins. Ça s'appelle l'intuition. On sent quand quelque chose est assez fake. Donc, je pense que le premier travail et que j'aide à faire, c'est cette connexion à soi-même. Pourquoi tu es là ? Sois honnête. Pourquoi ? Alors, je traite pas comme ça mes clients, mais pourquoi tu es là ? Non, mais pourquoi on est là, en fait ? Sans se raconter de bullshit. Donc voilà. Et effectivement, le yoga, mais j'avais trouvé ça aussi dans le running, le yoga, en fait, tu peux pas bullshiter avec le yoga. Tu bullshit pas avec la patience, tu bullshit pas avec l'humilité, tu bullshit pas avec l'alignement. Et quand tu es en méditation aussi, avec toi et toi-même, tu entends tous les Gérards dans ta tête, et je peux te dire qu'il y a du bruit, il y a du monde. Donc, il faut savoir les éteindre. Et quand tu apprends à les éteindre, en fait, tu es libéré de tout ça et tu peux sortir quelque chose qui soit sincère
et qui t'appartient. On va parler de confiance. Ouais. La confiance en soi et puis et du droit à l'erreur. Comment, toi, tu as construit ta confiance? Moi, je l'ai construit sur... Alors, je pense que j'ai pas toujours eu confiance en soi, confiance en moi. Et il y a plein de... Je pense que c'est une quête. Je pense que c'est un travail quotidien. Je pense que c'est un travail de tout le temps, en fait. Hein. Je pense que c'est pas un jour où on se réveille, on a confiance en nous. Je pense qu'on apprend à avoir confiance d'abord en la vie. Et c'est ce qui nous aide à avoir confiance en nous. Donc, on revient à ce concept de la foi. Moi, je ne suis pas spécialement religieuse, pratiquante ou quoi, mais je suis assez spirituelle. Et je pense que la foi est essentielle dans notre réalisation en tant qu'humain pour réaliser notre mission de vie, ce qu'on est venu faire, ce dans quoi on s'épanouit, ce dans quoi on est utile. Et en vérité, pour moi, la foi est vraiment le sujet essentiel. Répète-moi ta question parce que du coup, mon cerveau qui est un petit peu en TDAH, il est parti sur autre chose. Je te demandais comment tu avais construit ta confiance en toi. Ouais, ok, exact. Alors, ma confiance en soi, moi, je pense que j'étais une enfant rebelle. Rebelle dans le sens où j'ai toujours pris plaisir à répondre. Mais vraiment, répondre à mes parents, répondre à ma sœur, répondre à l'autorité, répondre à mes boss, répondre, tu vois. Donc, finalement, c'était en réponse. C'était plus de l'ego. Je cherchais à me construire. Parce que j'avais pas forcément confiance en moi, puisque j'avais l'impression qu'on m'écoutait pas. Donc, et que j'étais pas importante, tu vois. Donc, ça, c'est ma petite faille narcissique d'enfant de 5 ans, tu vois. Et en fait, après, je me suis construit simplement en me disant, je peux le faire. Je vais pas rester en banlieue. Je vais pas rester en France. Je vais voir plus grand. Je veux ça aussi pour moi. Je veux accéder à ça. Ça, je peux me le construire. Je suis sûre que je vais y arriver. J'ai pas besoin de ci ou de ça, ou d'être née là, ou quoi, ou qu'est-ce. Mais en plus, je viens d'une famille où on n'a pas forcément fait d'études, où on ne relève pas spécialement sur l'or. Mais j'avais envie de me construire une vie qui m'appartient et que je choisis, que je subis pas, que je subissais pas. Donc en fait, je voyais toujours plus par l'ambition en fait. Et ça a été assez tôt en fait. Ça s'est révélé assez tôt quand on me disait qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard. Quand j'avais 6 ans, je crois que je disais je voulais faire coiffeuse, mais je voulais surtout ouvrir des salons. Et je disais je veux ouvrir des salons de coiffure. Je sais pas, je veux faire des bigoudis à mamie, hein, tu vois. C'est je veux ouvrir des salons de coiffure. C'était vraiment cette idée d'expansion en fait. Et quand je suis arrivée à la fin de mes études en école d'art graphique, en fait, il était hors de question que je reste à Paris. Pour moi, c'était trop petit. Tu vois, j'étais en banlieue dans le 93, donc c'était encore plus petit. Paris, c'était encore plus petit. La France était plus petite. Je suis d'abord partie au Canada, puis à Londres. Et quand je suis rentrée à Londres, en fait, il était... Encore une fois, je visais les grands, donc je n'ai visé que des grandes agences, tu vois. Donc, en fait, je voulais à chaque fois des grandes tailles. Donc, pour moi, c'était une manière de me réaliser, d'apprendre auprès des meilleurs et de dire, en fait, je peux le faire. Et c'est en fait le côté, je peux y arriver, moi aussi, parce que la vie me donne ces capacités, j'ai des capacités, je vais les utiliser et on verra ce que ça donne. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu faire ce que j'ai fait. Quel rapport tu as au droit à l'erreur ? Je suis beaucoup plus indulgente aujourd'hui. J'étais très, très, très intolérante à l'erreur, même vis-à-vis de moi-même. Je supporte pas le mot échec. Voilà. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant que je comprenne 2-3 trucs sur moi et sur aussi ce que la vie a à t'offrir. Comme quoi, l'erreur n'existe pas, mais vraiment aujourd'hui, je le pense sincèrement. C'est simplement une expérience qui t'amène à un résultat et que tu considères négatif ou positif. Mais ça, c'est ton jugement, ton ego d'humain. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que tu tires comme enseignement, que ce soit dans les relations ou dans le travail, et dans les relations de travail et dans les relations personnelles, du coup, si on recompartimente et on reprécise. Et là, en fait, tu peux
vachement plus positif par rapport à cette question de confiance. Du coup, quand on voit plus l'erreur, on prend vachement confiance en nous, en fait. Parce qu'on se dit, en fait, j'ai testé un nouveau truc. Ma vie est un laboratoire. Tu vois ? Ah, je vois. Si je te dis le regard des autres. Ça va avec, hein. Je pense qu'à partir du moment où tu comprends que tu fais pas d'erreur, qu'en fait, t'as pas tes défauts sont ni des qualités ni des défauts, ce sont juste des traits, hein, tu vois, des aspérités. Donc en fait, tu neutralises beaucoup de choses par rapport au regard des autres, toutes les postures égotiques que ton Gérard pourrait faire naître et a fait naître depuis le plus jeune âge, parce qu'on est avec ça. Tu les neutralises. Mais ça, j'ai appris beaucoup avec le yoga. Hein. Le yoga, le dev perso, tout ça, le coaching aussi. Mais c'est vrai que, en fait, tu t'acceptes bien plus. Et quand tu fais les choses, c'est parce qu'elles te font plaisir, hein, non pas pour plaire. Est-ce que le regard des autres, c'est quelque chose sur lequel tu as dû travailler ? Oui, je pense, mais qui n'est pas en proie au regard des autres avant d'avoir travaillé dessus, je pense vraiment que c'est quelque chose, effectivement, que tu vois, depuis la note à l'école, ou l'allure que tu peux avoir à l'école, ou l'image que tu construis en entreprise quand tu es salarié. Qu'est-ce qu'il a pensé de moi ? J'ai pris une demi-journée, ça papote, nana, tu sais, l'aspect parano, ou alors, il est jaloux, ou elle est jalouse, ou il a dit ça sur moi. Tu sais, tu rentres vite dans ce truc un petit peu parano, et en même temps très nombriliste, et c'est OK, en fait, tu vois. Mais il faut en sortir parce que ça rend malheureux, tu vois. C'est sûr. Qu'est-ce que tu répondrais à la question « Comment faire pour y croire quand personne n'y croit ?» Ça dépend du projet. Il y a deux choses. Hein. Si personne n'y croit, il n'y a peut-être pas de marché. C'est comme il n'y a pas de concurrent, il n'y a peut-être pas de marché. Et faire sa propre expérience. Je pense qu'il faut aller au bout des choses. Quitte à se prendre un mur, en fait, c'est jamais un mur, c'est toujours un enseignement. Donc parfois, l'enseignement se fait dans la douleur, mais au moins, tu peux mieux avancer. Est-ce que tu as des habitudes pour rester positif quotidiennement ? Déjà, j'ai beaucoup de discipline. Je suis pas militaire, mais je suis très, très réglée. Je suis très réglée, c'est-à-dire... si je mange pas à heure régulière, si je dors pas 8 heures, si je fais pas de yoga ou de sport, je peux facilement dysfonctionner. Donc ça, je suis très 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 au point sur mon hygiène de vie. Est-ce que tu peux répéter la question ? Mon cerveau a encore... Je te demandais si tu avais des habitudes pour te permettre de rester positive au quotidien. Oui, ouais. Alors, je pense aussi que ce qui m'aide à être positive, c'est d'apprendre à laisser les choses que je ne maîtrise pas. C'est-à-dire faire mon maximum. Et d'un côté, je suis organisée, c'est-à-dire j'ai des listes pour tout. Et d'un autre côté, quand j'ai fait ma part, tu vois, mais sur des trucs cons du quotidien, tu vois, tu t'attends un remboursement de l'URSSAF. Voilà, je les ai relancés, maintenant tu laisses, tu vois. Tu dois... une personne, tu vois, te dit bon, je vais réfléchir. Laisse-la réfléchir, tu vois, sur un devis ou quoi que ce soit. Voilà. En fait, faire sa part au maximum et après passer à autre chose. Et ça, vraiment, c'est être dans le présent, ce qui m'aide aussi à être bien plus positif. Parce qu'au présent, tout se passe bien, en fait. Hein. Je veux dire, quand tu regardes pas le passé, quand tu n'essaies pas d'anticiper, au présent, tout va bien. Au présent, on parle, toi et moi, là, j'ai un micro, j'ai mangé ta tarte au pain. Tout va bien, tu vois. Donc, et en fait, je pense que c'est se reconnecter au moment présent, sans perdre de vue tes objectifs. Évidemment, ça reste... Je suis très pragmatique, mais être reconnecté au présent, c'est aussi balayer ce qui peut prendre trop de place. Et c'est là où les choses qui prennent trop de place dans un sens toxique, en fait, commencent à faire tache d'huile. Et ça, j'ai vraiment appris à stopper. J'ai une contrariété, je me reconnecte au présent. J'arrive vraiment à mettre des séparations dans ma tête. Et je laisse. Ça ne veut pas dire que je fais l'autruche ou je mets sous le tapis, mais juste je laisse, tu vois. Je me reconnecte au présent. Quelles sont mes priorités ? Qu'est-ce qui me fait plaisir ? Et pourquoi je le fais ? Toujours cette histoire de pourquoi, tu vois. Je vois. On va parler de motivation. Ouais.
important en tout cas. Ouais. La motivation, c'est quelque chose qu'on recherche quotidiennement. On l'a pas toujours, la motivation. C'est vrai. Est-ce que toi, tu as des habitudes que tu mets en place pour, même si tu n'es pas trop motivé, tu arrives à te booster et à réaliser ce que tu as envie? Alors, je vais pas te sortir des trucs de dev perso, genre je fais du journaling et j'allume une bougie avec un son blanc derrière. Non, moi, ma méditation, c'est de faire des... Enfin, moi, mes rituels à moi, c'est de faire des choses déjà seule. J'aime être seule, je suis un animal social, mais j'aime vraiment être seule pour mieux repartager. Donc, ça veut dire, faire mon yoga. Ça veut dire faire un kiff au niveau bouffe. Ça veut dire organiser ma journée. Ça veut dire, tu vois, appeler mes parents, prendre de leurs nouvelles. Vraiment, ça, c'est des choses qui me ressourcent et qui me font du bien, tu vois. Et c'est ce qui fait que je reste toujours motivée parce que je perds pas de vue ni pourquoi je le fais et ni, en fait, l'imagination qui est toujours en route. J'ai toujours beaucoup d'idées sur ce que je pourrais faire et c'est ce qui fait que je note beaucoup de choses. Après, ce qui me motive aussi, c'est l'énergie que je reçois de l'extérieur. Mais j'apprends vraiment à me motiver seule. Parce que je trouve que c'est essentiel d'être autonome. Je te parlais beaucoup d'autonomie et d'indépendance. Ça vient de là aussi. Donc après, communiquer sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup d'énergie que je donne, mais j'en reçois énormément. Tu vois les retours. Quand les gens reçoivent ma newsletter, j'ai des retours. Ça, c'est très cool, tu vois. Mais je veux pas être dépendante de l'opinion extérieure parce que sinon, ça moi-même en dépendance et ma motivation ne peut pas dépendre de l'extérieur. Elle ne peut dépendre que de moi. C'est mon mindset. Alors j'ai une question, ça fait longtemps que je l'ai pas posée, mais j'ai envie de te la poser. Vas-y. Est-ce que selon toi, il faut avoir un plan pour réussir? Je pense qu'un plan précis, non. Une vision, oui. Une vision de la posture, l'état d'esprit et les conditions dans lesquelles on aimerait vivre. Je pense que c'est des bons drivers. Et je pense que c'est important de savoir pourquoi on veut les faire, parce que sinon, on fait les choses avec errance. Et quand on n'a pas de stratégie, on peut tomber là où on n'aimerait pas forcément tomber. Donc, il faut quand même une espèce de plan, parce que ça amène effectivement une certaine maîtrise, même si on n'aime pas le contrôle, ça donne quand même une route, tu vois. Mais entre le point de départ et le point d'arrivée, je pense qu'il faut se laisser aussi un peu de laisse. C'est un peu comme quand tu fais une randonnée. Tu as une carte, comme ça tu ne te perds pas. Même si quand tu te perds, évidemment, ça peut être hyper intéressant de se perdre pour mieux revenir sur son chemin. Donc, il ne faut pas s'interdire de se perdre. Mais quand tu as quand même un objectif de posture, d'état d'esprit et de conditions dans lesquelles tu as envie de vivre les choses, ça te donne quand même une direction. Maintenant, je pense que c'est important On dit souvent en manifestation, il faut être hyper précis dans ce qu'on veut. Moi, je ne crois pas à la précision du rêve. Je veux une voiture rouge, un mari beau gosse, brun, aux yeux verts, avec des tablettes, et puis une maison à la campagne dans telle ville, machin, et puis un chien. Enfin, non, je pense qu'il ne faut pas être au contraire. Je pense qu'il faut rester précis dans l'intention, précis dans l'état d'esprit, mais la forme que ça peut avoir, je veux dire, entre le départ et l'arrivée, tu peux avoir même changé de sexe, changer d'identité, ça peut avoir peut-être évolué entre-temps, tu vois, donc il faut se laisser cette liberté identitaire d'évoluer, tu vois. Quand je parle de marque personnelle, une marque, elle évolue, on n'est pas des arbres, on n'est pas, c'est pas planté là, et non, et ça y est, t'as défini un branding, ça y est, ça bouge plus pendant 20 ans, je te souhaite que ça bouge. Tu vois, je te souhaite que ça bouge. Sinon, tu vas t'interdire beaucoup d'être heureux, tu vois. Donc, tu vas t'enfermer dans une carte qui, à un moment, c'est comme de porter un vêtement trop petit. Ça va être trop serré. Donc, je pense qu'il faut, encore une fois, être intentionnel, mais se laisser beaucoup de liberté sur la forme, tu vois. Donc, pour reprendre la métaphore de la randonnée, tu pars d'un point de départ et tu as plus ou moins une idée de ce que tu aimerais vivre, l'émotion que tu aimerais vivre. Et entre les deux, tu as un chemin, mais tu peux avoir une rivière, tu peux être une falaise, tu peux être au bord d'une falaise, tu peux avoir parfois envie de sauter, mais tu sautes pas. Puis tu trébuches sur un caillou, et puis tu as un coucher de soleil, et nanana, tu vois. Et puis tu as fait un détour.
Ah ouais, c'était un détour avec une surprise pas très agréable. Bon, c'est pas une erreur, c'est un enseignement. Du coup, tu fais un deuxième détour. Ah ouais, mais t'as perdu du temps. Non, t'as pas perdu du temps, Gérard. T'as pas perdu du temps, t'as juste appris. Et tu reviens sur le chemin, tu vois. Mais tout ça, c'est ce qui fait que à la fin, tu peux remplir un peu plus ton intention de départ. Hein. Dans l'intention, tu vois, dans l'émotion que tu as envie de vivre. La forme, on la connaît pas. Tu vois. Parler des émotions. Allez. Alors, je suppose que tu as déjà eu à gérer de la pression et du stress en agence, certainement. Ouais, et pas qu'en agence. Pas qu'en agence. Comment tu fais pour la gérer? À l'époque, alors, faut savoir que je fais de l'hyperactivité. Donc, je peux travailler beaucoup. Ce qui fait que à l'époque, je ne me connaissais pas aussi bien. Hein. Je te parle de ça. Les agences, moi, j'ai arrêté de travailler avec il y a presque plus de 10 ans, quoi, vu que je me suis lancée en 2013. Et en fait, c'est simple. La pression, je ne la gérais pas. En fait, je me connaissais tellement pas que j'absorbais. J'ai fait quand même 2 burn-out, tu vois. Donc, 2 burn-out où je travaillais énormément, où j'étais niveau d'exigence qui était quand même très très élevé et en fait la pression je la gérais pas, donc à la fin je la gérais pas, donc ça partait en vrille avec mon caractère rebelle forcément, donc j'étais pas bien, j'étais très malheureuse et ça se ressentait dans mes comportements et tout ça, donc je ne la gérais pas. Aujourd'hui quand on a appris de ses erreurs, on essaye de faire les choses un peu différemment. Il y a des moments où j'ai beaucoup de pression, des semaines où extrêmement chargée, mais je mets mes limites. C'est-à-dire que, par exemple, je ne prends plus de coaching après 18h. C'est tout. Sinon, je ne suis même pas bonne pour coacher, je ne suis pas bonne pour écouter, je ne suis pas bonne pour conseiller, je suis pas bonne, quoi. Enfin, je veux dire, faut être réaliste, tu vois. Donc, il faut bien se connaître pour bien transmettre, il faut bien se connaître. Aujourd'hui, juste, je respecte mon énergie, donc je l'oriente mieux. J'écoute beaucoup mieux mes émotions. Quand quelque chose... j'ai reçu une information ou une remarque ou j'ai dit quelque chose, tu sens que c'est pas aligné, c'est resté là et vraiment au niveau soit de la gorge, soit du plexus solaire, hein, tu vois, si on parle de chakra. Tu sens que c'est pas complètement fluide, tu vois, et là, j'écoute. Qu'est-ce qui est pas fluide? Comment je pourrais faire pour que ça soit plus fluide, plus simple? Souvent, ça se passe dans le dialogue, dans la communication et surtout, toujours, dans la transparence et l'honnêteté. Si, par exemple, tu vois, je me suis avancée sur quelque chose, je rappelle la personne et je lui explique platement. Si je pense que j'ai été trop loin sur quelque chose, j'appelle et j'éclaircis, tu vois. Je pense que, en fait, je suis véritablement une communicante, mais alors au sens littéral, tu vois, j'adore communiquer. Et pour moi, dans la voix, dans les mots, les choses se passent. Donc, je ne laisse jamais de non-dit. À part quand je pense qu'il y a eu des évidences et qu'il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, en principe, je ne laisse jamais une situation dans le flou, quoi. J'aime vraiment percer les abcès et ça, c'est une manière pour moi de désamorcer les pressions, les choses comme ça, d'éclaircir, de travailler main dans la main aussi avec mes collaborateurs ou avec mes clients et ne pas porter tout sur mon dos, en fait, de comprendre qu'il y a une co-responsabilité situation et ça, je le comprenais pas plus jeune. Tu vois, il y a 13 ans, je le comprenais pas. Enfin, pour moi, on me donnait un projet, je portais tout. Tout. Donc, en fait, c'était aussi un défaut de mon mental, tu vois, un défaut. Une mauvaise perception du mot responsabilité. Je ne savais pas qu'il y avait qu'une part de moi. Je pensais que je prenais toute la responsabilité. Tu sais, quand tu penses que tu vas sauver une boîte, que tu vas sauver un client, tu vois. Et ça mène pas. Il n'y a pas eu que moi, hein, ça mène plein de gens au burn-out. Mais ça, faut le comprendre. Voilà. Oui, le burn-out, on en parle. C'est un fléau de société, on en parle beaucoup. Oui, parce qu'on ne pense pas à la co-responsabilité, on ne pense pas collectif, en fait.
On pense trop de manière finalement très nombriliste. Derrière ça, il y a des quêtes de valorisation, des quêtes d'envie de faire bien, des quêtes de perfectionnisme, mais ça rend malade les gens, et les gens se rendent malades aussi parfois tout seuls. Donc après, il y a un système qui est créé autour de ça, je dis pas. Mais en tout cas, moi, j'ai compris ça, et maintenant, je mets des choses en place qui me permettent d'être émotionnellement et énergiquement disponible. Tu dis que tu as fait 2 burn-out, comment tu as fait pour t'en sortir? Alors, le burn-out, il n'était pas uniquement forcément lié qu'à la charge de travail, il était parfois lié aussi en plus à la politique de l'entreprise qui parfois ne me convenait pas. Et ben c'est simple, je cherchais du travail ailleurs et je suis partie, ou alors j'ai demandé des ruptures conventionnelles. Donc voilà, ça a été, tu t'en vas en fait, tu t'en vas. Et surtout, j'ai compris qu'au bout d'un moment que en fait j'étais faite pour être mon propre patronne, ma propre patronne, mon propre chef, voilà. Tu vois. Tu t'es fait accompagner? Oui, bien sûr. Alors, pas post-agence, pas tout de suite. J'avais pas cette maturité et j'aurais peut-être gagné du temps. Donc, les personnes qui trépignent à se faire accompagner, je pense que, en fait, c'est dommage parce qu'on perd du temps. On va tellement plus vite avec le regard de quelqu'un d'extérieur, plus mature et qui sait voir. Oui, je me suis fait accompagner sur un plan business, sur le coaching de vie, tout ça, ouais, bien sûr. Mindset. J'ai envie de te parler un peu de concentration. Ouh, dur. Je trouve que c'est un sujet d'actualité parce qu'on on est beaucoup à scroller sur nos écrans. Ouais. Et finalement, il y a beaucoup de notifications. On peut être vite perturbé. Et est-ce que tu mets en place des choses, toi, pour être focus? Alors, je vais être très honnête. J'ai un trouble parfois de l'attention. Enfin, parfois, j'ai un trouble de l'attention. Et qui n'est pas hyper présent, mais qui peut être facilement ressurgir, tu vois. Je suis souvent dans la lune, voilà. Et depuis que je suis à fond sur les réseaux sociaux, je vois que ma concentration, elle diminue. Je le vois, tu vois. J'ai du mal à prendre un livre et à le terminer. Je le vois, je le constate. Et donc là, depuis pas très longtemps, je mets en place des pauses, déjà. Toutes les 25 minutes à peu près, j'essaye de travailler sur quelque chose et je break. Et voilà. Et j'essaye de me remettre aussi de diminuer mon temps de navigation sur les réseaux, mon temps gratuit. Donc pas mon temps de production, mais mon temps de gratuité, de navigation, de browsing, tu vois. Donc j'essaye de le diminuer et de me remettre à simplement lire. Lire, pas sur écran, lire du papier. Tu vois. Alors j'ai pas de liseuse, mais la liseuse, c'est à peu près le même effet. Et ça m'aide. Ça m'aide parce que ben voilà, j'ai ça depuis l'enfance et ça s'est pas arrangé avec les réseaux sociaux. Et pourtant, j'arrive à être focus dès lors que je suis coupée et absorbée, j'arrive à être focus. Donc, il faut évidemment que je m'aide. Donc, techniquement, ben voilà, je fais des coupes. Je coupe parfois en mode avion pour pas avoir les notifs. Je respire, je me reconnecte au moment présent. Ça, c'est le yoga qui me l'a enseigné. Et je m'entraîne à lire, simplement, à reprendre de la lecture. Voilà. J'ai une dernière question. Vas-y. Pour finir l'interview. Elle est sur la thématique de la détermination. Oui. Et souvent, j'entends que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense qu'il ne faut pas abandonner, mais il faut savoir lâcher sur certaines choses. C'est-à-dire que lorsque quelque chose, tu as tout essayé et que ça ne marche pas, tu ne peux pas transformer parfois de l'or en plomb, du plomb en or, pardon, et que faut peut-être repartir parfois d'une page blanche. Ça ne veut pas dire que tu abandonnes, ça veut juste dire que peut-être ce projet-là, ou cette manière de l'aborder, c'est pas la bonne manière. C'est comme, faut vraiment imaginer ça, ta vie, ton entreprise, comme un laboratoire. Donc vraiment se détacher de l'aspect émotionnel qui te dit bon voilà, ça fonctionne pas, 1 plus 2 n'est pas égal à 6, tu vois, enfin voilà, et se dire que
je n'abandonne pas, mais je vais prendre les choses d'une autre manière, différemment. Donc, je suis pas d'accord on lâche rien. Oui, on lâche rien dans la mesure où je n'abandonne pas, tu vois. Mais le côté coriace, je vais te faire croire que 0 égale 1. Non, arrive un moment, il faut juste arrêter d'être obstiné, tu vois. Et il y a une différence entre être déterminé et être bêtement têtu. Je veux dire, arrive un moment, on ne se rend pas service que de croire, voilà, des choses qui factuellement ne fonctionnent pas, ou alors mériteraient d'être révisées, remis en question. Voilà, des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas du premier coup, et ben c'est pas grave, on est en mode itération. Moi, c'est ce que le design aussi m'a appris. Tu vois, tu crois qu'on fait une identité ça du premier jet, ben non, il y a des itérations. Tu crois qu'on met en place une UX comme ça, ben non, il y a des itérations. Pour optimiser un projet, ben on reste pas bloqué sur étape 1, on a fait un essai, ben ça va, tu vas pas avoir une médaille parce que tu as fait un essai, passe à autre chose, réessaye. Et mettre moins d'ego, mettre moins de projection de soi dans les choses. C'est ça qui plombe beaucoup de personnes en fait. Il y a trop de projections de c'est mon chef-d'œuvre. Ça va, c'est qu'une étape. Teste autre chose, tu vois. Je vois. Dédramatise, réitère. Alors, merci. Avec Lucie. plaisir, merci Sébastien. Belle interview. On est bientôt proche de l'année 2024 et traditionnellement, j'aime bien que mon invité, en fait, je lui laisse le mot de la fin pour venir exprimer auprès des auditeurs quelque chose qui lui tient fondamentalement à cœur d'exprimer. Toi, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme mot après cette interview ? Je me connecte à toutes les personnes qui n'osent pas encore se montrer visibles sur les réseaux sociaux. Et si elles ne se rendent pas visibles dans les réseaux sociaux, c'est rare qu'elles se rendent visibles dans la vie de manière générale. Pourquoi ? Parce qu'elles ont peur d'être critiquées, jugées, tout ça. Dernièrement, j'ai fait un post sur les haters, tu l'as vu. Et je l'ai fait essentiellement pour justement encourager les personnes qui ont des choses à partager, des choses qui pourront être utiles pour elles, mais évidemment pour les personnes qui sauront les réceptionner, d'y aller. Il n'y a que dans l'expérience qu'on apprend à faire... montrer sa différence, que dans l'expérience qu'on apprend à se confronter aux choses, aux parts de nous qu'on n'aime pas, qu'on aimerait bien laisser de côté. Et c'est c'est dans cette ombre-là que jaillit la lumière. C'est pas dans la confection d'un personnage, la confection factice d'un storytelling, la confection factice d'une singularité qu'on fait ressortir quelque chose de beau. Vous avez déjà tout. Tout est déjà là, assumez-vous et arrêtez de penser que vous êtes des narcissiques. On a tous une part narcissique. Il suffit simplement de l'assumer, de lui dire bonjour et de la mettre de côté pour mieux transmettre quelque chose de plus grand que notre ego, notre Gérard, notre mental, et d'être vraiment au service d'eux. Donc, si vous avez des choses à partager, que vous faites un métier incroyable, dans le sens incroyable, vous n'êtes pas Madonna. Vous êtes les Madonna de votre métier dans le sens où vous avez quelque chose d'utile et de bienveillant à apporter. Eh bien, foncez. Foncez parce que personne ne va vous donner d'autorisation. Les haters, ils dorment la nuit et c'est important de faire votre place. Si vous ne la faites pas sur les réseaux sociaux, encore une fois, est-ce que vous avez envie de la faire tout court, de manière générale ? Voilà. Merci Lucie. Avec plaisir. Très belle année 2024. Merci à toi aussi, Sébastien. Auditeur. Merci beaucoup. Au revoir. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.